Et salut les maîtres de jeu, salut les fans de l'icosaèdre et de l'esperluette. Et si vous ne voyez pas ce que c'est que l'esperluette, je vous laisse faire votre petite recherche sur internet. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aborder cette fois-ci 3 nouvelles petites astuces, 3 trucs qui vont vous permettre de relever vos combats et de faire en sorte que ces combats deviennent plus tendus, plus intéressants. Alors contrairement à la première vidéo que j'ai faite sur le sujet et qui vous rappelait un petit peu certaines règles qui existaient déjà pour les utiliser pour générer des combats plus mortels, aujourd'hui ce que je vais vous donner ce sont 3 règles maison, 3 house rules comme disent les Américains, qui vont vous permettre de rajouter du stress et du rythme à vos combats. Alors, je précise que ce sont des règles maison, donc là on sort du cadre officiel des règles, mais je vous rappelle également que les règles sont faites pour que vous vous les appropriez, ça fait partie intégrante du jeu. Proposez ces règles à vos joueurs, ne les déballez pas comme ça sans les prévenir. Expliquez-leur un petit peu l'enjeu de ces nouvelles règles. Le but n'est pas de créer des situations dans lesquelles ils vont forcément être désavantagés, non, puisque ces règles de toute façon ils pourront s'en servir eux, et le but est de rendre les combats plus tendus, plus intéressants. Voilà, donc au départ je comptais vous proposer 3 astuces, en fin de compte je vous en proposerai 4, peut-être même 5. Donc restez bien jusqu'au bout, puisqu'en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y en avait une ou deux qui pourraient venir avantageusement compléter cette vidéo. Alors on y va, c'est parti. Première règle maison, il s'agit en fait de l'action se relever. Alors dans les règles de base, un personnage qui se relève dans un combat, consomme la moitié de son potentiel de mouvement. Et c'est tout, il n'y a pas d'autres conséquences. Alors j'ai toujours trouvé ça un peu léger pour tout vous dire. Les règles des éditions précédentes étaient un petit peu plus sévères sur des personnages qui se relevaient au milieu d'un combat, ou en tout cas dans la zone de contrôle d'un adversaire. Il me semble, alors attention, j'allais dire, il me semble plus réaliste. Il ne s'agit pas de réalisme, bien entendu. On parle de Donjons et Dragons. On va parler plutôt de vraisemblance. Il me semble plus vraisemblable qu'un personnage qui se relève dans une situation de combat s'expose. Et c'est la philosophie qu'il y a derrière l'attaque d'opportunité. On est en train de guetter un faux pas de l'adversaire pour lui placer une attaque au moment le plus opportun. Pour moi, il n'y a rien de plus opportun qu'un adversaire qui était à terre et qui est en train de se relever avec des ennemis autour de lui. Donc, première règle maison, faites en sorte qu'un personnage qui se relève provoque une attaque d'opportunité. Du coup, le personnage, s'il veut se relever sans déclencher d'attaque, pourra le faire par exemple en utilisant l'action se désengager. Il peut se relever et se désengager. Donc du coup, il n'attaque pas et il ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais au moins, son action aura été utilisée. Alors que jusqu'ici, ma foi, un personnage qui est au corps à corps se relève. Bon, ok, il a perdu la moitié de son mouvement, mais il replace des attaques immédiatement dans la foulée s'il est au close, s'il est au corps à corps avec d'autres adversaires. Donc voilà, essayez déjà cette petite astuce et vous verrez que ça sera un petit peu différent au niveau de la dynamique du combat. Ça sera un petit peu plus tendu, justement, pour vos combattants. Alors, autre sujet, deuxième règle maison que je vous propose. Alors ça, c'est une règle que j'ai vraiment à cœur, parce que Donjons et Dragons donc a inspiré l'industrie du jeu vidéo depuis des décennies. Et personnellement, ça ne me semble pas vraisemblable de voir un personnage qui est tombé à 0 point de vie, qui n'est pas mort certes, mais qui est à 0 point de vie, se relever parce que un compagnon lui a fait boire une potion de soin, ou alors parce qu'il dispose d'une capacité qui lui permet de récupérer des points de vie. Donc vous avez ce personnage, quand c'est à lui de jouer, paf, qui se relève et qui peut repartir sur une action de combat normale. Alors, moi c'est un truc qui m'horripile une fois de plus. Je ne vous parle pas de réalisme, je vous parle de vraisemblance. Et ça ne me semble absolument pas vraisemblable. Donc si vous voulez corser vos combats, les rendre un petit peu plus intéressants, voici la règle que je vous propose. Utilisez les niveaux d'épuisement tels qu'ils sont décrits dans le manuel des joueurs en annexe. Les niveaux d'épuisement. Alors à chaque fois qu'un personnage revient après avoir été à 0 ou moins, pour moi, il engrange un niveau d'épuisement. Et les niveaux d'épuisement vont croissant. Ce qui signifie qu'un personnage qui va plusieurs fois dans un même combat tomber à 0 ou moins et qui va revenir dans le combat,
va voir son état se dégrader de plus en plus. Alors au début, il va avoir un désavantage sur ses tests de carac, ensuite ça va être désavantage sur ses jets d'attaque, désavantage sur ses jets de sauvegarde, son mouvement sera finalement divisé par 2, jusqu'à tomber à 0 le mouvement. Donc vous verrez que du coup, ça va impliquer là aussi une dynamique différente, puisque à la fin de ce combat, il faudra bien se débarrasser de ces niveaux d'épuisement qui vont peser. Voilà, ça va amener les joueurs à se poser des questions tactiques qu'ils ne se seraient pas posées autrement. Troisième règle maison, il s'agit de l'action utiliser un objet. Un personnage peut utiliser cette action pour interagir avec des objets autour de lui. Alors, lorsqu'un personnage utilise une potion de soin, eh bien c'est une action toute simple, et cette action n'est pas censée déclencher d'attaque d'opportunité. Donc là aussi, il me semble peu vraisemblable qu'un personnage qui prend le temps de fouiller dans sa besace, déboucher une potion, la boire, et tout ça en ayant des adversaires autour de lui, ne subisse pas une attaque d'opportunité. Donc là aussi, alors c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre numérique sur internet, et qui a amené Jeremy Crawford, donc le lead designer de Wizard of the Coast, à se prononcer sur la règle. Enfin, il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet. Moi, je tranche en disant que un personnage qui boit une potion au cœur d'un combat en étant dans la zone de contrôle, dans les 1m50 d'un adversaire, eh bien, provoque une attaque d'opportunité. Donc là aussi, ça va changer la dynamique du combat, les personnages, les joueurs vont devoir réfléchir à se mettre d'abord dans une situation défensive avant d'utiliser une potion, et ça me semble bien normal. Alors, maintenant j'en arrive à aller une petite astuce supplémentaire, une petite règle supplémentaire. Alors il s'agit justement des jets de sauvegarde contre la mort. Donc je vous rappelle que quand un personnage tombe à 0 point de vie, il meurt définitivement si une seule et même source de dégâts le fait tomber à son nombre de points de vie en négatif. Donc un personnage qui a 20 points de vie meurt immédiatement si les dégâts de cette même attaque le font tomber à moins 20. Si ça n'est pas le cas, eh bien en fait on se fiche du résultat, il se retrouve à 0 point de vie. Et à partir de là, il doit effectuer 3 jets de sauvegarde contre la mort, qui sont des jets de sauvegarde un peu spéciaux parce qu'ils ne sont liés à aucune caractéristique. Il s'agit de faire 10 ou plus. Le but étant d'avoir 3 succès avant d'engranger 3 défaites. C'est une des raisons pour lesquelles il est très difficile de mourir à Donjons et Dragons, sauf si on joue seul. À ce moment-là, oui, ça peut être extrêmement risqué. Mais pour peu qu'on soit dans un groupe et qu'on n'est pas isolé, en principe, on a forcément un compagnon qui vient nous aider, ou pour stabiliser la blessure, ou pour nous faire boire une potion. Bref. Tomb of Annihilation, la campagne officielle qui se passe dans le Chult, introduit une variante à cette règle que je trouve intéressante et qui fixe en fait le jet de sauvegarde contre la mort à 15 et non pas 10. Et ces 5 petits points font toute la différence. Donc moi ce que je vous suggère, si vous voulez rajouter un petit peu plus de létalité à vos combats, c'est de passer ce fameux jet de sauvegarde contre la mort à 15 et non pas 10. Alors dernière petite astuce pour la route, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'utiliser un petit sablier. Alors il n'y a rien de pire que d'avoir des joueurs qui réfléchissent pendant des plombes au plein cœur d'un combat, alors qu'on est peut-être dans une mêlée, un combat âpre où chacun est en train de lutter pour sa survie, où les coups pleuvent, les flèches sifflent, où la mort peut tomber sur un personnage d'un instant à l'autre. Eh bien, c'est horripilant quand même d'avoir un joueur qui finalement va prendre tout son temps pour réfléchir, hésiter, changer d'action. Donc moi ce que je vous suggère, c'est d'utiliser un timer, enfin au mieux un sablier si vous le pouvez. On en trouve dans le commerce des sabliers de 5 secondes de durée. Lorsque c'est le tour d'un joueur et que vous voyez qu'il commence à hésiter, brandissez votre sablier, retournez-le et expliquez donc à ce joueur qu'il a 5 secondes pour choisir une action, et s'il n'a pas choisi au terme de ces 5 secondes, eh bien l'action par défaut que son personnage accomplira sera l'esquive. Voilà. Et vous verrez que du coup, ça va mettre un coup de stress à chacun de vos joueurs. Chacun va du coup s'intéresser à ce qu'il va faire lorsque ça sera à lui de jouer. Et ça va rajouter une tension supplémentaire dans votre combat, une tension qui fera que vos combats seront nettement plus intéressants qu'auparavant. Alors, imaginez que chacun de vos joueurs effectivement prenne tout son temps, un petit peu comme si on était sur une partie d'échecs. Alors, si c'est votre kiff, rien à redire, hein, mais il se pourrait que cela vous ennuie finalement, il se pourrait que vous vouliez rajouter
c'est le sujet de la vidéo, de la tension, bah vous verrez que ce coup du timer est vraiment hyper efficace pour y parvenir. Voilà, donc ces 5 petites astuces finalement, j'en avais prévu 3, mais en fin de compte il y en aura 5. J'espère qu'elles vous seront utiles. Si vous voulez pas rater les suivantes, alors abonnez-vous parce que j'aurai d'autres astuces à vous donner lors de vidéos ultérieures. Donc en attendant, mettez-les en pratique. Si vous aussi vous avez déjà des house rules que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas, mettez-nous ça dans les commentaires, je lirai ça avec très très grand plaisir. Et en attendant, jouez bien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Allez, ciao, bye bye les maîtres du donjon et les aventuriers.